Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Alors, j'espère que vous allez bien ce vendredi 18 novembre 2022, on va attaquer comme d'habitude avec les nouvelles, et ensuite on ira faire un tour sur la partie technique avec l'analyse des graphiques. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on attaque tout de suite avec ces nouvelles. Au programme, nous avons FTX, Nexo, Binance et Starkware. On va commencer tout de suite par une grosse nouvelle, le nouveau CEO du coup de FTX qui est là pour remonter justement la société, en tout cas faire le chapitre 11, c'est celui notamment qui avait fait Exxon, et donc c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu, c'est un tueur, on va le dire clairement, donc là, actuellement, c'est quelqu'un qui a pris la parole hier en expliquant que le dépôt de bilan qu'il est en train d'analyser avec FTX, c'est le pire qu'il ait jamais vu, et voilà, qu'il y a beaucoup de malversations. Et pour aller un petit peu plus loin, on a eu un certain nombre d'informations qui ont fuité, en tout cas qui ont été déposées, pardon, et donc forcément qui ont été leakées à la presse, et on voit que la valeur des cryptos détenus par FTX n'est que de 659 000 $. C'est-à-dire qu'actuellement, FTX ne possède que 659 000 $ de crypto, alors que SBF avait déclaré qu'elle valait approximativement 5,5 milliards $. Alors, vu l'écart monstrueux entre les deux, il y a deux possibilités. Soit la personne est un menteur compulsif, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça, soit je pense qu'on peut rapidement déduire qu'il y a eu un dump massif lors des retraits, et qui pourrait expliquer justement la cassure baissière qu'on a eu le jour de l'annonce de l'arrêt des retraits de FTX, parce que justement ils ont essayé de maintenir les retraits en liquidant une partie des assets, et donc derrière, on va avoir un trou. Donc à voir comment ça s'est déroulé, je pense qu'on aura plus d'informations au fur et à mesure. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que, vu la personne qui est à la tête de CEO de FTX, maintenant le CEO actuel de FTX, il y a peut-être moyen d'avoir en tout cas une visibilité sur la réalité. Il va falloir être un petit peu plus patient que prévu. Il y a eu d'ailleurs, je l'ai posté sur le Discord, la partie claims qui a été ouverte, donc qui est la partie dans laquelle vous pouvez vous déclarer en tant que plaignant. Alors attention, je crois que c'est ouvert que aux Américains, que aux US, faites attention à les vérifier, et je vous tiendrai informé dès que j'aurai plus d'informations sur la partie française, ou en tout cas européenne. Alors, en parlant d'insolvabilité, justement, on va parler de Genesis, qui doit trouver 1 milliard $ d'ici lundi. Alors je rappelle, Genesis, pour vous faire rapidement, c'est celui qui fournissait tous les parties de yielding à toutes les grosses sociétés qui proposaient eux-mêmes des yielding, donc c'est-à-dire que nous avions par exemple Gemini qui déposait des fonds sur Genesis, Genesis prêtait à des acteurs externes et récupérait un pourcentage. Pareil, Gemini récupère un pourcentage et vous distribuez ce qu'il restait. Bon, voilà, Genesis est vraiment dans le mal depuis un certain temps. J'en ai parlé hier, je vous ai même fait un thread sur Twitter. En l'occurrence, 1 milliard d'ici lundi, c'est faisable. C'est faisable, à savoir que Genesis reste quand même un acteur essentiel et reste quand même un très très gros acteur et a été, à un moment donné, aussi, il faut pas l'oublier, le premier OTC Desk. Donc ça veut dire qu'il a des contacts très très fort dans le monde financier. À voir comment ça va se dérouler. Je pense qu'on aura plutôt des bonnes nouvelles sur Genesis, ce qui serait positif pour l'ensemble de l'écosystème. Alors en parlant d'insolvabilité toujours, alors que beaucoup de personnes pensaient que Nexo allait avoir des soucis, notamment avec FTX. A priori, ce n'est pas le cas. Ils ont donné un certain nombre de preuves comme quoi ils n'étaient pas exposés à FTX. Et on apprend même qu'elles avaient fait une proposition à BlockFi de plus de 800 millions $ qui a été rejetée à l'époque, pour accepter bien évidemment celle de FTX. Alors du coup c'est un petit pied de nez dans lequel Nexo disait voilà, si BlockFi avait accepté notre offre, il serait pas dans une position de dépôt de bilan qui arrive. Oui, mais bon, voilà, c'était une autre époque, FTX avait une autre image, forcément. Et actuellement, on apprend que Binance est en train de préparer une offre pour Voyager. Pareil, Voyager qui avait été acheté par FTX, enfin en tout cas FTX avait gagné la bid sur Voyager. Là actuellement, c'est Binance qui est en train de se dire que potentiellement ils vont racheter Voyager, en tout cas une partie des assets de Voyager, ce qui serait positif, étant donné que Binance n'aurait pas besoin de liquider les assets. Ça voudrait dire aussi que les assets de Voyager seraient
conserver et ce qui serait bon pour le marché. Alors, on arrête un petit peu avec les exchanges, on va attaquer un peu sur la partie tech. On a quand même une nouvelle qui est intéressante avec Starkware qui a déployé son jeton natif STRK sur le réseau Ethereum. Le jeton n'est pas encore négociable, ça ne sert à rien d'aller le chercher, ça ne sert à rien d'essayer de le trouver, il n'est pas accessible et on n'a pas de date justement sur l'ouverture possible du trade sur le STRK. Donc surtout faites attention, si vous voyez des STRK disponibles ou des contrats bizarres, ça ne sert à rien d'essayer de les prendre, ça ne sert à rien d'essayer de vous renseigner dessus. Dès que j'aurai plus de nouvelles, je vous le donnerai. Surtout faites attention aux scams, on n'oublie pas que c'est toujours d'actualité et ça existe toujours. Eux, ils ne sont pas en bear market justement. Alors, nous avons terminé toute cette partie news. On va attaquer la partie technique, mais avant de commencer cette partie technique, je vous rappelle que le Discord est en commentaire en description. C'est gratuit, c'est un lieu d'échange sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, notamment on a un canal spécifique pour FTX où on regroupe toutes les informations dessus. Et pour tous ceux qui souhaitent justement avoir plus d'informations, se former, et en soutenant le Discord et en soutenant la chaîne, nous avons mis en place un premium avec beaucoup plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique. On rajoute du contenu toutes les semaines, donc ça continue à croître continuellement. Vous y retrouvez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses qu'on effectue sur les différents coins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Bon, plein d'autres choses, plein de contenus importants pour pouvoir progresser, et je vous mets une petite vidéo explicative en haut à droite si vous êtes curieux de voir ce que l'on peut proposer sur le premium. Sans plus tarder, on attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse élotiste vague 1, vague 2, 3, 4, 5 terminant en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, quelque chose d'assez classique. Nous sommes toujours entre le 618 et 786, donc en dessous du 618 veut dire rechargement long terme, donc très intéressant pour justement recharger et accumuler sous une forme de dessert pour ceux qui sont sur voilà, des investissements à plus de 5 ans. C'est quelque chose qui est très intéressant, et d'ailleurs il y a tout un ensemble d'altcoins que je vous ai déjà proposé qui sont aussi bien placés, mais l'acteur majeur restant BTC. On parle du BTC toujours dans la quotidienne. Alors actuellement, nous sommes dans une pattern qui est un petit peu plus, qui se précise un petit peu plus. On va aller tout de suite d'ailleurs chercher et regarder ce qui est en train de se passer ici dans cette partie-là. Nous avons toujours cette accumulation qui est en cours de week-off en SC, AR, ST, STB. Bon, voilà, classique, arrêt de la tendance baissière, on retrace, on reteste la partie basse, et on enfonce la partie basse pour prendre les liquidités. Nous sommes actuellement dans le STB, sur lequel nous avons validé notamment le 1 et le 1.1 de cette impulsion baissière. Nous sommes aussi en train de valider sur cette impulsion baissière, deuxième impulsion qui a été donnée ici, et de façon très chirurgicale, le 1.272, donc ce qui s'est très bien déroulé pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours cette partie psychologique, je vous en parle parce que ça a un rôle, ce que vous ressentez dans ce type de crash et ce qu'on a ressenti dans le crash de 3 ici et Celsius, dans le crash de Terra Luna, dans le crash de 2018, voilà, c'est des choses fondamentales qui vous marquent, et il faut bien comprendre que là, le marché réagit très sereinement par rapport à ce qui est en train de se passer. Là, la cassure forte qui a été faite par rapport à FTX, par rapport à l'importance qu'ont donné FTX sur l'ensemble du marché et les différents acteurs qui se trouvaient sur FTX, c'est somme toute assez léger en fait. Et c'est pour ça qu'on va analyser là, parce que vous allez voir que potentiellement on peut avoir des petites surprises. Alors, dans cette partie-là, nous avons toujours aussi une accumulation en Psy, SC, AR, ST, ici. Donc je répète, on chute, attendez, hop, je retrouve, on chute, on fait un Psy, on casse baissier, on marque le SC. Donc ça veut dire l'arrêt de la tendance baissière. On retrace, on fait la R, on va retester la partie basse en faisant le ST, et là on est dans une phase de travail, exactement de compression de liquidité, je vous en ai parlé depuis un certain temps. On va juste aborder plusieurs choses de ce côté-là. Premièrement, au niveau de cette phase de compression, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une phase de compression qui est quand même assez faible. En fait, on a un range qui est vraiment très faible d'ouverture, sur lequel on est à 17 150 pour aller à 17 200, donc on est sur un range de 1000 $, dans lequel on est en train de comprimer sur un range de 500 $, parce qu'on regarde c'est 17 000 et là 16 400, allez 600 $, donc sur lequel on est vraiment en train de comprimer. On voit
actuellement qu'on a plusieurs indications. Premièrement, ici, on a une divergence baissière très forte qui est marquée là, d'accord, qui, du coup, est présente depuis lundi. Donc, on a toute une semaine de divergence. Chose qui est assez fort actuellement au niveau du prix qui a été effectué, d'accord, divergence baissière, avec justement une attente d'une confirmation pour une cassure baissière, mais qui pourrait aller dans la notion de compression. Le principe de la compression, on réexplique, le but c'est de diminuer la volatilité du cours pour forcer tout simplement les personnes à prendre position au-dessus et en dessus du cours. Donc ça veut dire que ici on a tous les SL des shorters à découvert, ici on a tous les SL des longues qui sont en train de se positionner, et donc peu importe le mouvement qu'on sera capable de faire, on aura des clusters de liquidation qui entraîneront des clusters de liquidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le cours monte par exemple dans les stop loss des personnes qui sont en short, bah, ils vont devoir racheter leur position, et donc ça fera monter un petit peu plus le cours, et toucher peut-être le stop loss de la personne qui est au-dessus, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. Donc ce qui pourrait avoir lieu, soit en short, soit en longue, et il faut prendre en considération ça. Quand on voit une compression, ça veut dire que potentiellement on a un mouvement en préparation qui risque d'être assez impulsif. J'ai tendance à penser qu'on risque d'avoir une résolution aujourd'hui ou ce week-end. J'ai du mal à voir qu'on continue à ranger de cette façon-là encore toute la semaine prochaine. Pour moi, je considère qu'on a déjà eu beaucoup de news sur FTX, donc des news liées à la partie crypto pure, dans lequel on a justement Genesis qui est dans le mal, qui est un très très gros acteur, et malgré ça, bah, le cours est en compression. Donc ça veut dire qu'on va avoir un mouvement qui va partir. Alors là la question, elle est, est-ce que c'est un mouvement haussier ou baissier? Alors, j'ai beaucoup de personnes, si on regarde le narratif actuel, majoritairement les personnes considèrent qu'on va chuter. Qu'on va casser 14 000, voire potentiellement 10 000, et la majorité des personnes considèrent qu'on va break dans les 10 000, une minorité dans les 14 000, et une infime minorité sur une forme de ranging dans lequel on peut repartir, en tout cas tout doucement, vers la hausse, pour empêcher les personnes de monter à bord du train. Voilà, c'est toujours la même pratique, hein. C'est-à-dire que le BTC, généralement, quand il monte, il n'y a pas forcément de test, hein, d'accord? Ça veut dire qu'il monte et il va monter de cette façon-là, et donc les personnes ne pourront pas en fait rentrer, il n'y aura jamais de retracement suffisamment profond pour que les personnes puissent rentrer dessus. Donc là-dessus, c'est toujours pour ça qu'il faut toujours avoir, quand on veut éviter cette sensation de manquer le train, de FOMO, avoir une exposition même minime, de façon à se dire qu'au moins on a un pied dans le wagon, et que si le train part, bon, bah, dans tous les cas, on sera dedans. Peut-être pas de la façon dans laquelle on espère, mais en tout cas, on sera dedans. Alors, du coup, pour répéter, on a trois hypothèses. On a la cassure haussière sur laquelle on range à la hausse, ok, et ensuite on a les cassures baissières avec des objectifs, donc 14 500, enfin 14 000, 15 000 on va dire, et deuxième target qui serait justement la target des 10 000. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler déjà dans un premier temps de la target haussière, celle-là sur laquelle on aurait justement cette impulsion haussière, ce retracement effectif, donc structure de continuité de tendance sur le retracement. Donc nous sommes dans un retracement d'une continuité baissière, donc ça veut dire que le retracement lui-même est haussier. Donc on a une structure ici avec accélération haussière, retracement de cette sous-structure, avec justement une non-cassure de la partie basse. Donc on est dans une structure classique. Donc ce que l'on peut attendre dessus serait un break de ce top là sur une continuité de 1.1 avec justement cette impulsion là qu'on place sur ce retracement, ce qui nous donne une target à 18 500 ou 18 700, dans lequel notamment nous avons le psy, qui serait logique dans une accumulation d'aller chercher ce psy pour aller prendre la liquidité, donc faire une accumulation forte, avant d'aller faire une cassure baissière. Donc là-dessus, on a un appel de prix qui est conséquent sur ce côté-là, soit pour une continuité haussière de ce style-là, soit pour faire une distribution ici et casser baissier, pour valider le STB, d'accord? Donc dans les deux, cette zone-là est importante. Alors, pourquoi aussi la partie longue est à prendre en considération? Plusieurs choses. C'est que, il faut comprendre que les market makers, actuellement, c'est ceux qui ont de la liquidité. Ceux qui ont de la liquidité ont de la liquidité de plusieurs façons. Ont de la liquidité à travers des assets et ont de la liquidité à travers du cash. Les assets servent à faire notamment des positions de levée pour lever du cash sans liquider ces assets. Ok. Là, il faut juste comprendre cette schématique-là. Le principe même de FTX, de ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été leveragés pour pouvoir lever beaucoup de cash, et derrière, on a utilisé les assets
pour les transférer dans des sociétés comme Alameda, et donc forcément, bon, on se retrouve sur quelque chose qui est totalement bancal, et là, ce n'est pas la majorité des cas, d'accord? La majorité des cas, c'est que c'est fait de façon cohérente, mais ça sous-entend que si j'ai du BTC comme collatéral, donc que je mets à disposition pour pouvoir emprunter, ça veut dire aussi que mon emprunt est lié au prix du BTC. Donc si je fais chuter très bas le BTC, ça veut dire aussi que je me mets en danger sur des limitations de liquidité, c'est-à-dire que je ne pourrai moins emprunter, ou que potentiellement il va falloir que je renfloue ma position de collatéral pour ne pas être liquidé. Donc il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles, voilà, si je veux éviter les margin calls en tant que market maker, il y a un certain nombre de points à prendre en compte. Alors oui, il y a une forme de hedging qui est effectuée, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que généralement quand il se positionne de cette façon-là, il y a toujours du hedging pour amortir la chute, mais néanmoins, toujours le fait de baisser les cours n'est pas forcément optimal pour les market makers actuels qui ont de la liquidité en crypto. D'accord? Donc il y a toujours une volonté d'aller chercher avant à monter les assets de façon à pouvoir emprunter et pouvoir liquider les clusters haussiers. D'accord? Forcément, si les assets qui disposent montent et évoluent, donc ça veut dire que leur capitalisation augmente, et donc derrière, on va avoir plus de potentiel d'emprunt, et donc plus de potentiel de faire du levier sur les liquidités actuelles. Alors, donc c'est pour ça que je parle souvent de la partie haussière, et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs éléments, c'est que le DOM, donc le Deep Off Market, la composition du carnet d'ordre actuel est plutôt vide sur le sell, alors que sur l'achat, bon il est plutôt plein. Donc ça veut dire que il va falloir une impulsion baissière assez forte pour pouvoir descendre et pouvoir casser baissier. Donc ça veut dire que pour casser baissier, il faut de la force, il faut de la compression, il faut du long, donc il faut tout simplement des personnes qui se positionnent ici pour avoir du stop loss à aller chercher et des liquidations à aller chercher pour pouvoir créer un momentum baissier. Il faut des nouvelles assez fortes, donc des nouvelles de liquidation. Je rappelle que Genesis qui dépose le bilan est une nouvelle excessivement forte, et pourtant le marché ne bouge pas, donc ça voudrait dire qu'on devrait avoir d'autres choses. Et l'autre élément que je voulais vous donner, c'est que potentiellement cette partie-là, alors oui, il y a une partie de personnes qui ont capitulé, oui, mais il y a aussi une partie très certainement d'assets qui ont été market pour éviter des clusters liquidation et accepter le fait que, notamment, on ait un certain nombre de personnes qui puissent retirer. Là, on pourrait avoir justement quelque chose qui serait beaucoup plus résilient que ce qu'on escompte. Donc ça veut dire que pour descendre baissier, il va falloir quand même pas mal de choses. Et techniquement, on a des targets. Techniquement, on a des belles targets. On a une target qui correspond pile poil en 1 et 1-1 au target que je vous ai donné du 786 du retracement du mouvement total du BTC, qui correspond au top de la 1 de notre hypothèse Helios. Donc on a quand même un appel très très fort sur les 14 500, 15 000, dans lequel on pourrait avoir une cassure baissière. Pour moi, la cassure baissière, elle va certainement avoir lieu. Si elle a lieu, en tout cas si elle a lieu, elle aura certainement lieu, donc comme je dis, la résolution aujourd'hui ou ce week-end, et pareil pour la cassure haussière, aujourd'hui ou ce week-end. Donc sur la première target, 14 500. Ah, il faut comprendre que là, pour arriver plus bas, pour arriver sur la target des 10 000, c'est 212, hein, donc là on a aussi un appel de prix, oui, on a la résistance Ishimoku en monthly, on a plein de choses qui nous appellent dans cette zone-là, mais il faut comprendre que pour descendre là, il faut vraiment qu'on ait une crise bien supplémentaire. Quand on regarde ce qui s'est passé ici, d'accord, ça c'est FTX, on va passer là-dessus, ça c'est FTX, ok, FTX, second exchange, donc énormément de liquidité, spécialisé dans les institutionnels, avec un potentiel domino très fort, Genesis qui est tombé, qui fait partie, je pense, des plus gros dominos, le cours n'a pas bougé, n'a pas branché. Ici, on a Celsius et 3 ici, regardez la cascade de liquidation qui a eu lieu. Pareil, ici, Terra Luna, d'accord, premier impact de liquidation, deuxième impact, colossal, vraiment très très fort. Et quand on regarde ce qui est en train de se faire au niveau des zones de retravail sur Terra Luna, on voit qu'on avait quelque chose qui était baissier, sur lequel on avait des potentiels rachats qui étaient en train de se faire. Ensuite, on a eu une capitulation très forte. Là actuellement, bon, on a un rajustement haussier et on est en train de retravailler. Donc là, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus résilient que ce qu'on a pu voir. Alors, néanmoins, je pense que le choix n'est pas fait, je pense que l'élément n'a pas été encore validé. J'ai tendance à penser qu'on ira retester les 14 500. Est-ce qu'on y va tout de suite ou pas? Ça, c'est la grande question pour moi. Néanmoins, le BTC au niveau de l'order flow qu'on pourrait voir, on voit que on avait à l'origine un début de short qui était en train de se faire.
qui pouvait nous donner ces informations-là, mais quand on regarde, donc ça c'est celui d'hier, quand on regarde celui d'aujourd'hui, on pouvait dire que potentiellement on allait repartir sur du short. Bon, voilà, je vous dis qu'aujourd'hui on n'est pas le cas. Voilà, pas le cas du tout. On est majoritairement sur de l'incertitude. Donc même au niveau de l'order flow, on a l'open interest qui est à plat. On a actuellement la totalité des comptes qui est aussi à plat. On a la totalité des top traders qui est à plat. Donc là, on va considérer qu'on est dans une zone de neutralité, une très grosse zone de neutralité dans laquelle la compression n'est pas terminée et on n'a pas de direction qui est donnée actuellement. Et pour moi, on est plus sur du 50-50 à l'heure actuelle sur ce qui va se passer. Moi, ce qui me dirige plus vers une cassure baissière long terme, c'est que on est sur une accumulation au niveau de week-off. Donc pour moi, on devrait avoir une dernière jambe, même si c'est une petite jambe dans laquelle on va chercher la liquidité là. Oui, mais rien n'empêche de le faire à la fin, donc c'est-à-dire casser haussier, puis ensuite ranger vers le bas, et ensuite casser baissier, prendre la liquidité et repartir à la hausse. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir faire très attention, parce que quand on casse baissier très très fort pour aller jusqu'au 10 000, ça voudrait dire qu'on a beaucoup de news, ou qu'on casse haussier très très fort pour aller au style du BTC, je ne laisse aucune chance aux gens de rentrer, hein, je rappelle. On va regarder rapidement ce qui s'est passé, mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé là, cassure baissière, bon bah les gens ont attendu qu'on reteste ici cette zone-là, d'accord, les 3400, on les a jamais retestés. On a continué à pousser. Les deux choses où on a retesté, c'est on a une période de ranging qui s'est passée là, avant un break-off structure majeur, donc pour l'instant les gens pensaient qu'on pouvait redescendre facilement, donc il n'y avait rien qui indiquait qu'on allait remonter. Bon bah là, qui s'est passé, on a cassé break haussier, pardon, on n'a pas retracé pour retravailler une zone basse. On a continué à pousser tout le long. Bon, voilà, donc il faut faire très attention à ce genre de choses sur lequel on peut avoir un setup de ce style-là. Je ne dis pas que qu'on l'aura, mais je dis qu'il faut le garder en tête et que du coup, au niveau de son exposition, il faut impérativement le garder en tête aussi, se dire que soit on fait du DCA et donc on rentre au fur et à mesure, on est dans une zone de DCA très très intéressante, bon, sur le long terme, voilà, c'est tout. Il faut se préparer de ce style-là. Alors, on va aller chercher le Nasdaq, enfin on va aller regarder le Nasdaq. Je vous ai parlé hier justement qu'on allait discuter un petit peu de tout ça, discuter un petit peu long terme sur le Nasdaq. Plusieurs choses que je voulais vous donner, c'est que actuellement, la cassure baissière que l'on a, on va retirer juste ça histoire de vous montrer, la cassure baissière que l'on a, ici, ce niveau bas que l'on a fait, est très important pour plusieurs choses. Ça représente, le 618 de l'accélération haussière, la dernière accélération haussière que l'on a eue, et ça représente, sur la totalité du Nasdaq, le 382, d'accord? Donc on est sur quelque chose de très très fort au niveau des retracement de Fibonacci. Donc il faut l'avoir en tête que ce niveau-là, pour le casser baissier, va être très 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 dur. Et ça, il faut vraiment le garder en tête, c'est que pour moi, on est quand même dans quelque chose qui est très fort actuellement. Surtout que si on regarde, là actuellement, vous allez voir, il y a quand même quelque chose où c'est assez chirurgical. On prend ce premier mouvement, on regarde, on retrace 618. Ok. Pareil, on prend le prochain mouvement, celui-là, jusqu'ici, et au retracement. Ok. Selon vous, ça va faire quoi? Hop, j'ai mal mis. Tac. 618. Pareil. Ok. Donc à ce moment-là, si on prend... donc là, on est sur deux descentes, donc dans lequel, sur la troisième, si on devait avoir une continuité de tendance baissière, ça veut dire que le Nasdaq, à un moment donné, va aller retrailler les 618. 618 qui se trouve justement à 12 476, donc qui représente aussi 12 500, dans lequel on a une zone de travail fréquente au niveau du cours depuis un certain temps, dans lequel on a pas mal d'oscillations et pas mal de résistances, pas mal d'ordres qui sont encore ouverts, dans lequel, si jamais on devait aller retester les parties basses, on s'arrêterait à 12 500. Actuellement, je vous ai expliqué qu'on était en train d'osciller entre le 0,5 et le 382, et qu'on avait notamment une grosse zone de résistance et de travail de prix sur cette zone-là. Donc pour moi, on est sur un break-off structure mineur, on est en train de retravailler un retest de break-off structure qui correspond au 382, dans lequel on pourrait avoir justement, si on recule un petit peu aussi et qu'on passe en weekly rapidement, on a toujours cette divergence haussière et on a quand même une forme d'accumulation, ce qu'on appelle une accumulation en cric baissier. Donc on pourrait avoir une accélération haussière. Bon, pour ça, il faudrait casser le 618, comme on l'a statué, à 12 500, et aller faire un break-off structure très haut, hein. Faire un break-off structure à 13 700, pour ensuite potentiellement retracer et repartir. On est très 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 loin. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que là actuellement, malgré la semaine que l'on a eue la semaine dernière très positive, on retrace très faiblement. Alors, il va falloir attendre aujourd'hui
bien évidemment, pour voir que ça se stabilise dessus, mais on a en même temps quelque chose qui représente une indécision, on a une bougie d'indécision qui est en train de se faire, on n'a pas une cassure avec du volume comme on aurait pu espérer l'avoir sur quelque chose qui est bullish, mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable actuellement dans la macroéconomie globale? Bon, là non, clairement non, on est sur des choses sur lesquelles on se dit que potentiellement on va avoir la Fed qui va diminuer son accélération, on a une diminution de l'inflation, on a les prémices. Donc on est en train de voir un petit filet de lumière au bout du tunnel, le pricing s'est fait ici, ok, de ce filet, mais il doit être confirmé. Il doit être confirmé, il doit être validé, et derrière, potentiellement, après ce qui va être pricé, ça va être la zone de pivot, ça va être la mise en place du plateau de la Fed, avec une diminution de l'inflation, et ensuite le pivot effectué, et pivot mettra toujours un petit peu de temps à se mettre en place, hein, l'accélération dessus, donc du coup, on est en train de réfléchir à ça, d'où la notion d'indécision, et je pense qu'il est possible, même, qu'on voit une forme de ranging, pendant un certain temps dans cette zone-là, sur lequel on va attendre notamment les prochains chiffres pour pouvoir se statuer, ok, bah à ce moment-là on part à la hausse ou on part à la baisse, et si on part à la baisse, on casse, et si on casse cette zone-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on casse ces zones-là, bon bah la prochaine zone, elle fait mal parce que du coup, ça veut dire que la prochaine grosse zone de retracement c'est 8500, on sait qu'on a une extension à 9500 dans lequel ça pourrait jouer une dernière et qui correspond notamment à toujours cette impulsion baissière, donc ça serait un plus bas qui serait à 9500, mais bon, pour l'instant on n'est vraiment pas là. Et si on regarde le SP500, on est un peu dans la même schématique, dans lequel on a un arrêt au niveau du 0,5, du mouvement très fort qui a été impulsif, donc on n'a pas un double arrêt comme au Nasdaq, on pouvait avoir, mais pareil, le SP500, lui, a été beaucoup plus bullish, dans lequel on a fait un break of structure, deuxième break of structure, donc on a bien une structure haussière qui s'est mise en place, là, d'accord, avec une structure de retournement, avec le break-off structure ici, confirmation avec ici un low, un higher low qui s'est mis en place, dans lequel on a après une accélération haussière, avec un higher high qui s'est fait ici, donc on fait bien des hauts de plus en plus haut, et des bas de plus en plus haut, donc on est sur quelque chose qui est en train de se reverse, mais attention, c'est pas du majeur, c'est pas un break-off structure majeur, le break-off structure majeur aura lieu dans cette zone-là, aura lieu à 4200, dans lequel on a un inducement qui va être pris, dans lequel on aura une première indication qu'on peut aller chercher le point clé qui sera à ce niveau-là, et qui sera les 4330. 4330 égale signal fort de retournement, avec potentiellement quelque chose qui repart à la hausse. Ce qui est important de comprendre, c'est que il faut toujours prendre du recul, rester factuel sur la notion de narratif. C'est pas parce que on tambourine toujours dans l'actualité un certain nombre de nouvelles, qui sont plutôt néfastes majoritairement, que le marché financier réagit à ces nouvelles-là. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le marché prépare ces nouvelles-là, et donc se met en place en amont et fait une forme de pricing sur ce qui peut arriver, et gère en fait ce risque. Le principe, c'est que le marché n'aime pas l'incertitude, va pricer cette incertitude pour arriver sous une forme de certitude probabiliste. Et c'est l'intérêt réellement des marchés financiers, c'est pour ça aussi que c'est à nous de sortir de cette notion de narratif pour regarder ce que le marché nous propose et la réalité des faits et ce que le marché voit et ce que le marché est en train de pricer, et c'est là où c'est intéressant de pouvoir se positionner. Alors, petit point sur le DXY aussi, important, DXY, sur lequel là je suis en weekly, pour vous donner plusieurs informations. Première chose, c'est que quand on regarde le premier rail par rapport au gros mouvement donc, qui a commencé en 2008, accélération du dollar jusqu'à aujourd'hui, le retracement de ce mouvement-là se trouve à, roulement de tambour, 104,5. 104,5. Ok. Donc, ça va être compliqué. Si on regarde le mouvement, le dernier mouvement qu'on a effectué, 2021, janvier 2021 à aujourd'hui, 382 se trouve à 104,9. Ok. Donc ça veut dire que les niveaux de retracement très forts se trouvent notamment au niveau du break-off structure. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il va falloir faire très attention sur ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on pourra avoir justement des fake out très fort avec potentiellement ici un break of structure qui va se mettre en place, sauf qu'on va pas la valider, on va faire une réintégration très forte et potentiellement retester une zone haute comme les 111
pour ensuite recasser baissier et revalider. Donc ça voudrait dire, du coup, sur le Nasdaq et le SP500, ici, un retest, donc ça veut dire toujours une consolidation. Après, si on remonte au niveau du DXY, donc on a une accélération du cours sur le DXY pour aller retester les 111, ça veut dire que le SP500, ici, va retravailler cette zone-là. Le Nasdaq, clairement, ira retravailler, hop, cette zone-là, les 111, d'accord, le 11 000. Donc forcément, ça voudrait dire que aussi, on est cette dernière jambe baissière au niveau du BTC, parce que ça va mettre une pression, même si on est quand même moins impacté par le marché tradi, on a quand même une pression qui se fait. Donc il faut faire très attention à ce qui peut arriver là, parce qu'on est vraiment dans une zone cruciale en fait, par rapport à ce qui pourrait se passer au niveau du cours, sur lequel on pourrait avoir un retournement du DXY pour retester une zone haute avant de faire un break baissier, et donc ça veut dire aussi, ici, retester les zones basses sur le Nasdaq, le SP500 et potentiellement le BTC, aller faire cette dernière jambe que l'on pourrait attendre à 14 500. Est-ce qu'on va aller retest et faire la... En fait, tout va dépendre de combien de temps on va mettre au niveau du dollar pour pouvoir faire ce test T104, pouvoir faire ce fake out et réintégrer derrière. Après, il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on enfonce et on continue, on a des bonnes nouvelles qui continuent à se mettre en place au niveau de la Fed, et donc derrière on a une chute du dollar, dans l'indice dollar, et donc une augmentation du Nasdaq. Bon, là on va pas se leurrer, c'est un scénario excessivement bullish, dans lequel malheureusement je ne crois absolument pas. Vous, quel est votre scénario? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout, et je vous prépare une surprise pour la vidéo de demain, l'hebdomadaire, donc soyez présents demain 13h30. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.